À l'âge de 7 ans, j'ai déclaré à un voisin, à ce voisin que je voulais être menuisier. En fait, ce que je disais, c'est que je voulais travailler le bois. Il est parti d'un grand éclat de rire et je n'ai pas compris pourquoi. Et pour lui, la réponse est je veux être pompier, je veux être aviateur ou pilote de course. Et moi, pas du tout, j'avais répondu je veux être menuisier. Chaque jour, je donne vie à un objet qui va durer des siècles ou que je vais prolonger durant des siècles. C'est un dialogue avec le temps et avec le bois. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un facteur d'instruments, un facteur de clavecin, ici à Neuville-les-Bois, Fernelmont, tout à fait par hasard. Mon père avait envie de peindre des meubles au départ. Il voulait faire des meubles peints avec la technique tyrolienne, donc les meubles de Bavière. Et un ami musicien de ma mère était très bonne musicienne, lui a dit pourquoi pas peindre des clavecins. Je connais un facteur de clavecin qui cherche un peintre capable de peindre des tables à la Reukers, à la flamande, avec des grosses fleurs. Au fond, c'est un peu la même technique. Et je suis rentré dans son atelier en accompagnant mes parents. J'avais 13 ans et demi. Et à l'instant où je suis rentré dans cet atelier, je savais que c'était là que je devais être. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé donc à 13 ans et demi par la facture de clavecin. Et j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire de la facture instrumentale. D'où ça vient, je ne sais pas. Donc moi, je me considère comme étant artisan au service d'un art qui est celui de la musique. Il y a énormément de psychologie avec les musiciens. Il faut pouvoir comprendre leurs desiderata, savoir ce qu'ils veulent dire par je voudrais un son un peu plus... mais avec un peu moins... c'est pas le mot. Un peu léger. Et alors, percevoir les problèmes qu'ils ont avec leur instrument. Donc il faut savoir aussi un peu jouer de l'instrument quand même, mais pas nécessairement en tant que virtuose, mais pour pouvoir tester l'instrument, le régler, le juger dans sa réaction et pouvoir corriger les éventuels défauts par des réglages ou pousser les qualités par des réglages d'âme, en changeant le chevalet. Alors, le métier de luthier du quatuor, ça consiste à faire de la construction de violons, alto, violoncelle, et la restauration également, la réparation, donc la pérennisation des instruments anciens. C'est un service aux musiciens, c'est un travail purement artisanal. Je crée des objets qui, eux, servent à créer de l'art. C'est établi sur lequel je travaille, ces outils, ils ont une histoire, ils ont été manipulés par quelqu'un d'autre, c'est établi, il a servi à faire des pianos. Comme les instruments que je crée, ils sont là pour durer. Et c'est cet outil-ci qui va faire la voûte telle qu'elle sera au final. Donc c'est le contrôle de la gouge qui fait la sonorité. Alors, un violon, c'est une sculpture. On part d'un bois massif, hormis les éclisses. Les éclisses, ça, c'est un bois qui est plié. Ce sont des lamelles de bois qui sont coupées et pliées. Elles ont très très peu d'épaisseur. Ça, c'est une chute d'une éclisse. Voilà, l'éclisse, c'est un morceau de bois vraiment très très fin. Hormis ces éclisses, donc ces côtés de l'instrument, tout le reste, c'est de la sculpture. Bon, pour la volute, on s'imagine bien que ça vient d'un bloc et que ça a été sculpté. Il y a aussi une chose qui est plus facile maintenant, c'est de trouver du bois. Anciennement, pour trouver du bois, on prenait son bâton de pèlerin et on descendait dans les Alpes. On allait en Italie, on allait en Bavière, les pays de l'Est n'étaient pas encore ouverts, c'était très compliqué d'aller en Slovénie chercher du bois, mais on y allait. Et quand on arrivait, parfois il y avait du bois qui nous plaisait, parfois il n'y en avait pas. Donc on faisait parfois un tour de toutes les régions alpines, et même parfois plus loin. Et on revenait avec un coffre de bois. Ça prenait du temps, ça coûtait de l'argent. Il y avait des
frontières, avec des douanes, ce que les jeunes ne connaissent plus maintenant. Et donc à chaque douane, c'était 2-3 heures d'attente de dédouanement. Donc pour revenir, on devait dédouaner chaque passage, chaque pays. Donc c'était très long. Actuellement, on sait même commander son bois sur Internet. Eh oui, eh oui. Il faut être très prudent, savoir chez qui on achète et ce qu'on exige. Et on peut avoir du très bon bois par Internet. Donc la table est en épicéa. Et le reste de l'instrument, que ce soit les côtés, le fond ou le manche, sont en érable. Alors dans la construction, j'ai l'habitude de dire, et c'est très philosophique, que plus le cadre est étroit, plus on est libre. C'est-à-dire que quand les règles sont bien comprises et bien définies, on est libre dans le cadre des règles. Alors en construction, utiliser des matériaux autres que ceux d'origine, je n'ai pas encore vu quelque chose de convaincant. Malheureusement, et heureusement, on est lié avec le bois. Le cadre est vraiment très très étroit et si on respecte le cadre, ça tient. Par exemple, toutes les formes d'un instrument ne sont pas que esthétiques, elles sont aussi jolies, mais la fonction de l'instrument est principalement d'être joué et de résister dans le temps. Et donc c'est la forme du violon qui fait que, 1, il est réparable, mais 2, il ne se détruit pas, il ne s'auto-détruit pas. Dès le départ, je suis au service des musiciens et ça a toujours été. Ça ne changera pas. Alors qu'est-ce qui a changé ? Mon approche, la compréhension peut-être, la compréhension de comment fonctionne l'instrument, techniquement. Pourquoi certains instruments ont tel type de mise d'épaisseur et pas une autre mise d'épaisseur. Quel est le rendu sonore de telle voûte avec telle mise d'épaisseur, vers quoi je vais ? Ça a évolué. Je sais maintenant dire, je fais ça et ça marche. Ça va dans ce sens-là. Donc, c'est dans cela que j'aimerais bien pouvoir enseigner. Alors bon, il y a les techniques de restauration qui ont évolué, évidemment, qui ont beaucoup évolué dans le temps parce qu'on a des matériaux qu'on n'avait pas. Là, je m'assure que les 2 lèvres de la fente sont à bon niveau, qu'il n'y a pas de hiatus dans le collage, que rien n'accroche. OK. Éclisse et contre-éclisse sont cassés. Assez loin, j'ai une cassure de 15 cm. Ouais. OK. Oui. Alors on utilise je ne vais pas dire que, mais on utilise principalement de la colle chaude. De la colle chaude, mais pas la colle plastique comme on vend pour les gamins à l'école. C'est de la gélatine. C'est une colle qui est extraite soit des os, soit des peaux, soit des nerfs, des ligaments. Alors celle-ci, c'est une colle extrêmement fine qui est destinée à la restauration, qui est presque totalement transparent, qui est très fluide et qui reste fluide longtemps. C'est une gélatine de restauration. On a des colles ont des propriétés différentes selon leur provenance. Celle-ci, c'est une colle qui est faite à partir des ligaments intérieurs. Donc, c'est une colle très très propre et très transparente. Elle est presque comme de l'eau. Et elle se dilue à chaud dans de l'eau. Un peu comme de la gelée, là, quand on cuit le poulet, il y a de la gelée. C'est un peu ça, hein, c'est la gelée qui vient des os, là, à ce moment-là. La colle d'os est très cassante. Il y a moins de prise. La colle de peau est plus souple. La colle de nerf encore plus souple et contient plus de collagène. Donc elle est très très costaude. Elle est beaucoup plus costaude que les colles de peau naturelles simples.
me nomme François Louan, je suis luthier du Quatuor. Une personne qui suit les cours vient chez vous, vient vous demander est-ce que je peux venir suivre un stage chez vous, voir comment vous travaillez. Vous lui répondez quoi? J'ai des demandes régulières. Je crois qu'il ne se passe pas 15 jours sans que j'ai une demande. Et j'ai toujours répondu non. Pourquoi? Envie de garder un peu le secret de fabrication? Non, non, du tout. Pendant ma formation, j'ai rencontré des patrons, desquels j'espérais beaucoup. Et vous avez été déçu? Et j'étais déçu parce qu'ils ne répondaient pas à mes questions. Et ils ne répondaient pas à mes questions parce qu'ils ne savaient pas répondre. Parce qu'ils ne s'étaient pas posé la question eux-mêmes. Et ça, je ne veux pas que ça m'arrive. Je prendrai un apprenti le jour où je pourrai répondre à mes propres questions. Alors qu'est-ce qui a changé? Mon approche, la compréhension peut-être, la compréhension de comment fonctionne l'instrument, techniquement. Pourquoi certains instruments ont tel type de mise d'épaisseur et pas une autre mise d'épaisseur. Quel est le rendu sonore de telle voûte avec telle mise d'épaisseur, vers quoi je vais? Ça a évolué. Je sais maintenant dire, je fais ça et ça marche. Ça va dans ce sens-là. Donc, c'est dans cela que j'aimerais bien pouvoir enseigner tout cela utilement.